Structure de la matière, TD2, on passe sur le alpha-titane. Alors, le alpha-titane, on vous dit que il se cristallise en structure hexagonale compacte. Alors, j'insiste sur le mot structure, puisque hexagonale compacte n'est pas un réseau de Bravais. C'est une structure cristalline. Rappelez-vous ce qu'on a dit au TD1, une structure cristalline, c'est le résultat de la convolution entre un réseau de Bravais. Je vais arrêter le white balance, voilà. C'est la convolution entre un réseau. Il y a aussi probablement un truc à la con sur la luminosité. Je suis désolé, hein. Oula. Hop là. Tac. Non, bon, bah tant pis. Ok, donc c'est un réseau convolué avec un motif. Le réseau, ce sera le réseau de Bravais, et dans le cas de la structure hexagonale compacte, ce sera un réseau hexagonal. Réseau hexagonal qui est un réseau de Bravais, et le motif, ce sera un motif à deux atomes, avec une première couche faite par l'atome A, et une deuxième couche faite par l'atome B, et en fait c'est cette structure qui se répétera le long du cristal. D'accord? Donc structure hexagonale compacte est une structure cristalline, pas un réseau de Bravais. Le réseau de Bravais associé, c'est le réseau hexagonal avec un motif à deux atomes. Ok? Ok. Alors, quelle question on vous pose? On vous dit donc le alpha-titane, il se cristallise en structure hexagonale compacte. Déterminez le réseau de Bravais de cette structure et la position des atomes du motif. Eh bien, allons-y. On va dessiner un réseau hexagonal. Hop. Là. 1, 2, 3. 2, 3. Alors, je prends le temps pour dessiner la structure avec vous. Je vous conseille fortement de faire comme moi et de la dessiner avec moi. Je pense que si je vous donne seulement ma correction comme ça et qu'on commence à regarder ça directement quand j'ai fini de tracer le réseau, ça risque d'être un petit peu plus complexe pour vous à voir, et je pense que c'est important que vous vous entraîniez à faire les constructions. Donc faites la construction avec moi. Ce sera mieux pour votre compréhension de ce qu'on va raconter, parce que là, il va y avoir 2-3 petites astuces géométriques. Et si vous dessinez, eh bien, ça se passera beaucoup mieux. Alors, j'ai pas de rapporteur, donc on va faire... Alors, le réseau hexagonal, il peut se dessiner avec une maille primitive AB en 2D, avec norme de A égale norme de B, norme de A égale norme de B, et gamma, qui est l'angle entre A et B, qui est égal à 60 degrés. Donc, n'ayant pas de rapporteur, on va juste... putain. Là. Tac, faire notre cercle ici et dire que 60 degrés, ça va être environ ici. Là, 30, 60, ça va être à peu près là. Voilà, et donc on a notre vecteur A ici et notre vecteur B. Voilà, A et B, et ici 60 degrés, gamma. Ok? Et bien on n'a plus qu'à répéter ce motif-là dans l'espace pour dessiner notre réseau hexagonal. Alors, 1, 2, 1, 2, 3 ici. Ensuite ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, on va refaire encore un étage. On a besoin d'un étage pour finir l'hexagone. Alors, ici, on a 2,4. Donc, on va aller jusqu'à... tac, on a 2,4. On va aller jusqu'à 4,8. Hop là, ici. Allez, hop. Tac. Il est là. Ensuite,
1, 2, 3. On en a un là. 1, 2, 3. On va en avoir un là aussi. Et là, normalement, on a tout ce qu'il faut. Alors, vous voyez ici l'hexagone là se dessiner. D'accord? Donc, pour bien représenter notre première surface d'atome A, on va dessiner carrément ces atomes avec le compas et ensuite on va rajouter au-dessus avec une autre couleur la surface d'atome B, sachant qu'un empilement donc hexagonal compact, c'est AB, AB, etc., etc. Donc surface A, surface de l'atome B, surface de l'atome A, surface de l'atome B qui se répètent en empilement. D'accord? Allons-y. Hop. Là. Bon. Les atomes vont un petit peu se croiser, hein. Tant pis. On fait avec ce qu'on a. Donc normalement, ils sont pas censés. On n'est pas censé avoir d'intersection hein, entre les différents atomes. D'accord. Donc hop là, être un petit peu indulgent. Là. Là. Donc on voit là petit à petit hein, la structure se dessiner pour la couche A. Avec, je le répète, hein, normalement des atomes qui se touchent à chaque fois. On va essayer de faire en sorte hein, que ça ne gêne pas. Voilà. Là, on a a priori tout ce qu'il faut pour bien raisonner avec, vous voyez ici, un bel hexagone. Là, 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 qui représente notre réseau hexagonal. Alors, ensuite, donc là on a fait la couche A et dans le réseau hexagonal compact, eh bien on a la couche B qui vient se mettre dans les trous ici, laissés par la couche A. Donc on va mettre un atome ici, ici et ici, et un là, hop, sur donc notre couche B. D'accord? Donc la couche A, c'est celle au crayon de papier, et la couche B, ce sera celle au stylo rouge. Hop, allons-y. Même chose, hein, ça fait, hop là, on va faire ça là, voilà, là. Hop, un atome ici, un atome là. Alors ils sont aussi censés se toucher, hein. Jusque là mon dessin n'est malheureusement pas optimal. Là, hop là, et là. Voilà. Avec ici, donc, nos vecteurs de base A et B. A et B. Et la même chose pour le réseau du dessus. D'accord? On a aussi nos vecteurs A et B. Là. Hop. Alors, je ne vais pas dessiner la troisième couche, qui n'est rien d'autre que la couche A, mais cette fois sur les trous qui sont laissés par la couche B, etc. etc. D'accord? Donc ici, on va commencer par voir ce qu'on peut en déduire des paramètres du réseau A et B dans un premier temps. Alors, on peut voir que A, donc dans la base IJK, dans IJK,
le vecteur A, il peut s'exprimer comme sa norme A 0, 0, d'accord? B, alors, B ici, ça va être A multiplié par cos pi sur 6, donc 1 demi, donc ça va être A sur 2, et B fois sinus pi sur 6, donc racine de 3 sur 2 fois A, puisque norme de A égale norme de B, et bien sûr pas de composante sur C. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le vecteur C? Ce qu'on peut dire sur le vecteur C d'un réseau hexagonal, c'est qu'il est strictement vertical, d'accord? Donc il est sur K. Et il a une norme C qu'il va falloir qu'on détermine et qu'on fera un petit peu après. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur A? Si on regarde ici le vecteur A, on voit que c'est 2 fois le rayon du titane. Donc A, norme de A, est égale à 2R. Donc ça veut dire qu'on peut déjà simplifier ici l'écriture des vecteurs. 2R, 0, 0. B est égal à R, racine de 3 sur 2 fois 2R et 0. Et c'est toujours pareil, 0, 0, C. Ok. Ensuite, ce qui est intéressant maintenant, c'est de déterminer quel est le motif, donc quelle est la position de cet atome-là, ici, de cet atome rouge, qui est donc sur la couche supérieure, qui est sur la couche B, donc au-dessus de la couche A qui est faite au crayon de papier. Alors, première chose, on sait qu'elle est au milieu, d'accord, puisque tous les atomes sont pareils, elle est au milieu de l'axe C, d'accord? Donc ça veut dire que le motif, l'atome rouge du motif, il est en C sur 2, d'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déterminer ces coordonnées dans la base AB? Alors, on voit que il est dans un triangle équilatéral, cet atome, ici. Et en fait, il est même au barycentre de ce triangle équilatéral-ci. D'accord? Rappel, hein, dans le barycentre d'un triangle équilatéral, il est à l'intersection des hauteurs. Et en fait, quand on trace les hauteurs de ce triangle équilatéral, eh bien, on se rend compte que elles passent toutes par notre atome en rouge. Alors, il a plus l'air très rouge à la caméra, donc je vais le faire un peu gros là. Voilà, notre atome en rouge, ici. L'atome en rouge, il est au barycentre d'un triangle équilatéral. D'un triangle équilatéral. D'un triangle équilatéral généré par les vecteurs A et B. D'accord? Et quelle est la propriété du barycentre d'un triangle équilatéral? Eh bien ici, alors je vais peut-être faire une autre couleur, le faire en vert. Ouais, enfin, si j'ai pas de vert, je le ferai pas en vert si j'ai du vert. Hop, ici, ça va couper l'axe A en 1/3. Ça là, ça fait 1/3 de A. Et ici, on va aussi couper l'axe B en 1/3. Ça ici, ça fait 1/3 de B. Donc, si je compile ces deux informations et cette information-là, ça veut dire que le motif, l'atome rouge du motif, donc l'atome rouge du motif est en A sur 3.
A sur 3 et C sur 2 dans la base IJK. IJK. D'accord? Et dans la base ABC, dans la base ABC, il va être dans la base ABC. Eh bien non, je viens de d'écrire n'importe quoi. Il est... Allez, hop, ça c'est une grosse bêtise. Non, non, non. Il est en... Donc l'atome est en 1 tiers, 1 tiers, 1 demi dans la base ABC. ABC. Voilà. Tac. Et donc après, on se sert des définitions ici. Là, elles sont là, des vecteurs ABC pour ici donner la position de l'atome du motif dans l'espace IJK, dans la base IJK. Ok. Donc, on a... alors, voilà, pour bien résumer, parce que là, ça commence à être un petit peu brouillon et complexe. Si jamais j'ai mon atome à l'origine qui est ici, d'accord? Cet atome-là, il serait en... Je vais l'appeler grand A. Grand A, il est en 0, 0, 0. Il est à l'origine. Alors, j'ai grand B ici. L'atome B au centre. B qui est en 1 tiers, 1 tiers et 1 demi. D'accord? Et ça représente le motif. Ça, c'est le motif. D'accord? Le motif, il est fait par les atomes A et B. Et donc, cette structure qu'on a dessinée, eh ben, on la répète. D'accord? On répète les empilements A, B, A, B, A, B. Ok. Je pense qu'on n'a toujours pas fini de répondre à cette question, puisque on a déterminé les coordonnées de A en fonction de R, les coordonnées de B en fonction de R également, mais on a déterminé les coordonnées du motif dans la base ABC. Maintenant, on ne connaît toujours pas C. D'accord? Il ne nous reste plus qu'à déterminer C en fonction de R, et là, on a fini de décrire tout ce réseau hexagonal compact. Alors, si on regarde donc en vue de haut ici, donc ça ce qu'on a c'est la vue de haut, on a ici, si je regarde bien ça, là, est-ce que je l'ai fait là, est-ce que je vous le montre ici ou pas? Non. Allez, on refait, on redessine. Je vais laisser ça sur la même page, ouais. Hop là, allez hop, là. Putain. Alors, ça là, hop là, là, voilà, ça, hop là. Alors, si on regarde du dessus et qu'on refait juste 1, 2, 3, hop là, 2 atomes, hop là, avec ça ici. Alors, on a toujours notre réseau 2D, vue de dessus, ici, hop, là, ici, voilà, et on a l'atome ici rouge qui vient se mettre ici, donc là, paf. Voilà, ça. Là, il est là, ça c'est la vue de dessus.
Hop là. Donc ici, on va avoir là, paf, on va avoir D ici, la distance entre les deux centres. Ici, on a D. Voilà. Là, on a D. Là, il va m'en manquer un pour pouvoir vraiment faire ça comme il faut. Il va me manquer celui-là. Alors, on avait fait comment? Il va me manquer celui qui a là environ à peu près là. Hop. Alors, on a ça. Ensuite, là, c'est à peu près ici. Voilà, là on a B, avec l'angle ici à peu près 60 degrés entre A et B. Et donc on a encore un atome à caser ici pour bien pouvoir se représenter tous les paramètres pour essayer de calculer C maintenant. Alors, paf, là, là, et donc là, hop, voilà, ici. Donc, là, on a notre triangle équilatéral, paf, avec le point rouge, notre atome B, qui est au barycentre de tout ça, et on essaye de déterminer C. Et donc cette image-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coupler avec une image vue de côté. Donc là, on est vue de dessus, ici, vue de dessus, vue de dessus. Vue de dessus, ça ressemble à ça. Avec là, ici, hop, un angle droit. Ici, on a R. Et ici, on a 30 degrés. Puisque là, ici, on a la hauteur qui coupe l'angle en deux, l'angle équilatéral en deux. Donc ici, et ce petit dé, on va aussi l'avoir lorsqu'on regarde tout ça de côté. Alors, lorsqu'on regarde de côté, ce qu'on a, c'est un atome A ici, et un atome B. Hop. Un atome B à 2 R. Hop là, un atome B qui est collé ici. Hop là. Paf. Bon, je l'ai fait un peu plus gros, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Ici, on a l'atome B. Ici, on a l'atome A. Et ça, c'est une vue de côté. Donc là, on regarde le cristal de côté. Et donc, entre les deux centres, ici, comme les atomes se touchent, on a 2 R. Ici, la distance entre les deux centres A et B, bah c'est celle-là. C'est la distance D qu'on a ici. Hop là, donc ici on a la distance D. Et la distance qu'il y a là, la distance H, c'est égal à C sur 2. D'accord? Puisque c'est la position en C de l'atome du motif. D'accord? N'oubliez pas, l'atome, il est en C sur 2. Donc ici, le but, c'est de trouver C en fonction de R. D'accord? On a ces deux informations-là qui sont complémentaires. De cette information en vue de dessus, je peux en déduire que R est égal à D fois cos θ, fois cos 30 degrés. OK? Et de cette information-ci, je peux en déduire que H carré plus D carré est égal à 2R au carré. Donc ça ici, ça veut dire que D est égal à R sur cosinus 30, sachant que cosinus 30, c'est égal à racine de 3 sur 2. Ça donne 2R sur racine de 3. 2R sur racine de 3.
Et si on injecte ça dans cette équation-là, eh bien ça va nous donner 4r carré va être égal à, donc h carré, ça fait c carré sur 2, plus 2r au carré sur 3. Et bien là, j'ai plus assez de place pour développer le calcul, donc je vous laisse le développer et vous allez trouver que la norme de C, c'est égal à 4R multiplié par racine de 2 tiers. Hop, là, 4R fois racine de 2 tiers. Et donc on a fini notre caractérisation du réseau, puisque ici C, on le connaît également en fonction de R, et on peut dire que c'est 0, 0 et 4R racine de 2 sur 3. Alors dans les livres, vous allez beaucoup trouver non pas 4R sur racine de 3, ah mais pardon, ça c'était, ouais, norme de C est égale à 4R fois racine de 2 sur 3, ouais. Je pense que j'ai peut-être oublié de... Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, puisque R est égal à 2A, c'est ça. C'est ça, et ça donne donc 4R racine de 2 sur 3. Ok. Alors, si on le donne ici en fonction de A, vu que R est égal à 2A, là, ici, ça donne 0, 0. Et ce que vous allez beaucoup trouver dans les livres, c'est ce fameux ratio racine de 8 tiers fois A, qui est un petit peu ce qu'on appelle le ratio idéal de l'empilement hexagonal compact. Ah, alors là, voilà. Tac. Ok, bon, donc pour résumer, la structure, hop, la structure hexagonale compacte est une structure cristalline qui n'est pas un réseau de Bravais, mais qui est la convolution du réseau de Bravais hexagonal avec un motif à 2 atomes. Les 2 atomes A et B sont pour A situés à l'origine et B dans la base ABC aux coordonnées 1 tiers, 1 tiers, 1 demi. Cela ici, on en déduit géométriquement assez simplement les coordonnées de A et B en fonction de R dans la base IJK. Ensuite, avec un peu de jeu géométrique, en déduisant que l'atome B est au barycentre du triangle équilatéral ici, on en déduit que ces coordonnées sont en 1 tiers, 1 tiers, 1 demi. Et enfin, pour déduire le paramètre C, on se sert des deux dessins qu'il y a ici, ci-dessous, avec une vue de dessus de l'empilement AB et une vue de côté de l'empilement AB. On combine les deux relations et on tombe sur notre valeur de C.